Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. À Munich, dans le village olympique, les otages israéliens détenus par 5 commandos palestiniens attendent toujours d'être fixés sur leur sort. Les Palestiniens menacent de les fusiller si 200 prisonniers politiques ne sont pas libérés en Israël. Un Israélien a été tué au cours d'une fusillade vers 5 heures du matin lorsque les Palestiniens sont entrés dans le village. Les gouvernements d'Israël et d'Allemagne ont délibéré ce matin pour savoir ce qu'il fallait faire, ce qu'il est possible de faire. Les Allemands ont offert aux terroristes une somme d'argent illimitée. Les commandos avaient fixé à midi, dernière limite, l'heure de libération des prisonniers en Israël avant de commencer à tuer leurs otages, 2 par 2, paraît-il, chaque heure. Ils ont repoussé ce délai à 5 heures cet après-midi. Ils demandent maintenant un avion pour partir avec leurs otages dans une capitale arabe. Rabat a fait savoir qu'il ne refuserait pas de laisser atterrir l'avion des terroristes afin de sauvegarder des vies humaines et d'éviter le pire. Voici comment, avec les premières images que nous recevons du village olympique, s'est déroulée l'attaque des Palestiniens. Oui, voici le tout premier reportage que nous venons de recevoir de Munich. La situation est encore très confuse et personne ne peut actuellement approcher le bâtiment israélien isolé par la police. Essayons d'y voir clair. Pour l'instant, ce qui est certain, c'est que vers 5h30, 6h ce matin, un commando palestinien, fort de 5 à 10 hommes, a pénétré dans le village olympique en escaladant les grillages et les barrières. Les très rares témoins de cette intrusion ont pensé qu'il s'agissait d'athlètes rentrant d'une joyeuse nuit dans les nightclubs de Munich. Quelques instants plus tard, le commando sortait des mitraillettes et peut-être des explosifs de leur sac de sport et attaquait le bâtiment de la délégation israélienne où logeaient 27 athlètes et entraîneurs. Dans ce bâtiment de 2 étages habitaient également des athlètes uruguayens et des sportifs de Hong Kong. Vers 6 heures, des coups de feu éclataient, les Palestiniens pénétraient mitraillettes au poing dans les dortoirs et tuaient un Israélien, un entraîneur de lutte, qui s'opposait à leur entrée, et en blessaient grièvement un autre. Ce blessé serait mort en fin de matinée. Puis les Palestiniens regroupaient les athlètes israéliens et les gardaient en otages. On parlait alors de 20 ou 27 otages, ils seraient en fait 9. Les autres athlètes israéliens se seraient échappés. Prévenus par 2 femmes de ménage qui avaient entendu des coups de feu, la police allemande cernait immédiatement le bâtiment israélien et isolait du monde le village olympique. Immédiatement, les policiers tentèrent de parlementer avec le commando retranché dans le bâtiment. Par radio, les Fedayines envoyaient un ultimatum aux policiers allemands. Premièrement, libération avant 12 heures des 200 ou 250 combattants palestiniens arrêtés et incarcérés en Israël. Un avion doit être mis à leur disposition pour les transporter dans une capitale arabe. Deuxièmement, ensuite seulement, le commando remettra au gouvernement allemand les otages qu'il détient. Troisièmement, enfin, un avion doit être mis à sa disposition pour quitter Munich. Aux Jeux Olympiques, c'est la stupeur et parfois la colère. Un contact direct est installé avec Jérusalem. En Israël, le gouvernement se réunit immédiatement, présidé par Mme Golda Meir. Il demande l'arrêt des Jeux Olympiques. Mais à Munich, M. Brundage préfère voir les Jeux continuer pour bien montrer que le sport et les Jeux sont en dehors de toute politique. Mais actuellement, les responsables des JO sont réunis pour décider d'une éventuelle annulation des Jeux. Un peu plus tard, on apprend que ce commando fait partie de l'organisation palestinienne Septembre Noir, qui a déjà commis de nombreux attentats. La police renforce son dispositif et fait venir des tireurs d'élite et des voitures blindées sous l'autorité directe du ministre allemand de l'Intérieur. Le gouvernement allemand se réunit également. Pendant ce temps, les négociations entre les Palestiniens retranchés et la police continuent. Le gouvernement bavarois offre une somme d'argent illimitée ou de hauts fonctionnaires allemands en échange des otages, refus des Palestiniens. Le système de sécurité est renforcé dans tout le village olympique où logent 10 000 athlètes. Mark Spitz, le nageur aux 7 médailles d'or, américain d'origine israélite, est protégé. On craint aussi pour sa sécurité. Les négociations se poursuivent. À midi, l'ultimatum expire, rien n'a changé. Israël fait savoir qu'il donnera sa position cet après-midi après réunion de la Knesset, le Parlement. Les Palestiniens donnent alors un nouveau délai jusqu'à 16 heures, dernière limite. Ensuite, ils exécuteront leurs otages, 2 otages par heure de retard. Voilà pour l'instant où l'on en est à Munich. La suite des Jeux est donc maintenant compromise et il est fort possible que sur la demande d'Israël, les Jeux Olympiques soient même déjà terminés. Les terroristes palestiniens auraient donc au moins réussi leur opération sur le plan de la publicité. Monsieur Avery Brundage s'est donc déclaré favorable à la continuation des Jeux.
De son côté, M. Jean de Beaumont, vice-président du Comité olympique international, a estimé que les Jeux se poursuivront. Il a ajouté « Aucun mot ne peut exprimer l'horreur d'un tel geste ». Pourtant, on ne voit pas très bien comment les Jeux pourraient se poursuivre alors que le village olympique est cerné par la police et que les athlètes, même certains athlètes, font le mur pour sortir du village. On a même vu le sprinter Borsov faire le mur ce matin pour sortir car il n'avait pas envie de rester enfermé dans le village. On ne connaît pas encore avec précision le nombre des otages détenus par les Palestiniens. Il semble qu'ils soient 9, les autres athlètes et entraîneurs auraient pu s'échapper. Vous voyez actuellement la sélection israélienne composée de 15 athlètes et 13 entraîneurs. Vous les voyez défiler, ce sont des lutteurs, des haltérophiles, des athlètes, des champions de tir, de natation et de yachting. Quelles sont les réactions en Israël même? À Tel Aviv, le Parlement est sur le point de se réunir. Peut-être même l'est-il déjà. Nous avons pu joindre, je l'espère par téléphone, André Semama, notre correspondant. Bien. Nous n'avons pas encore la communication avec Tel Aviv. Nous savons donc que les commandos palestiniens sont entrés dans le village déguisés en athlètes et que les gardes les ont pris pour des habitants du village olympique qui étaient allés passer une joyeuse nuit à Munich. Bien qu'interdite aux visiteurs, aux journalistes, l'entrée du village olympique n'était guère difficile à forcer. Georges Dominique, vous en avez d'ailleurs fait l'expérience. Comment ça s'est-il passé? Nous disons que nous sommes allés à Munich, mais jusqu'à l'ouverture, autrement dit dans les jours qui ont précédé l'ouverture des Jeux. Disons que la première fois, par exemple, le premier jour, puisque nous avions, nous, à travailler, nous sommes dissimulés dans un car qui amenait des athlètes français. Il y avait les valises qui étaient entassées dans le fond du car et toute l'équipe était dissimulée derrière ces valises. La deuxième fois, c'était le soir de la conclusion de l'affaire rhodésienne. Nous sommes entrés avec une dizaine d'Africains, il y avait des caméramens, prenant de son une vingtaine d'hommes. Donc nous avons bousculé, disons, très gentiment les cerbères qui étaient à l'entrée. C'était ces messieurs qui portaient une casquette blanche. Disons qu'en parlant un peu l'allemand et qu'en entrant d'un pas assez ferme, on arrive à pénétrer dans ce village. Oui, les commandos palestiniens ont suivi un autre chemin que nous allons peut-être pouvoir voir sur cette carte, puisqu'ils sont passés au-dessus d'une palissade. Alors, où est l'immeuble de la délégation israélienne? Et comment ont-ils pu faire pour passer? L'immeuble se situe dans cette zone. D'une façon générale, disons que l'ensemble du parc olympique qui est situé dans la zone qui s'appelle l'Ober-Wiesenfeld est situé à l'est de Munich. Tout est absolument très concentré. Voici par exemple les installations sportives, stade, gymnase, piscine, à tour de télévision. Une passerelle ici qui est accessible à tous les visiteurs. Le village olympique se trouve ici. Il est entouré par une palissade, une simple clôture qui est élevée, disons, à hauteur d'homme, 2 mètres environ. Alors il y a 2 entrées principales ici, où disons il y a beaucoup de gardes qui sont bien gardés. Il y a sur l'arrière des entrées ou des sorties annexes, si vous voulez, qui permettent aux athlètes qui sont situés ici il y a le village femmes, aux athlètes de se rendre sur les terrains d'échauffement et dans les salles de sport pour s'entraîner qui se situent ici. On peut dire qu'au petit matin, à 5 heures, le village olympique sommeillait et tout cela a dû se passer assez facilement finalement. Oui, donc à moins de précautions exceptionnelles, il était absolument impossible d'empêcher cette entrée des commandos palestiniens. D'autant qu'ils étaient en tenue sportive. Nous parlons toujours de village olympique. En fait, il s'agit plutôt d'une véritable ville, ce qui explique que la plupart des athlètes n'ont pas entendu les coups de feu tirés cette nuit, et que seules, par exemple, les délégations voisines de celle d'Israël ont compris qu'il se passait quelque chose, comme la délégation de Hong Kong, éliminée d'ailleurs depuis longtemps de toutes les épreuves. Eh bien, nous voici précisément quelques jours avant l'ouverture. Dans ce car où il y avait des athlètes français, nous arrivions, vous l'avez vu, à l'Olympiadorf, c'est-à-dire le village olympique. De l'extérieur, ça ne ressemble, on ne le voit pas du tout à un village, on y aperçoit plutôt des buildings, certains atteignant même, vous pouvez les compter, une trentaine d'étages. Mais derrière, finalement, ces tours de béton, le tout est finalement beaucoup plus réduit et a un aspect assez humain. Il y a des fontaines, beaucoup de pelouses, des stèles très contemporaines, et ces tuyaux, vous le voyez, servent non seulement à l'alimentation en eau des différentes habitations, mais ils ont chacun une couleur bien distincte. Ainsi, si vous voulez aller vers les pavillons français, vous suivez le tuyau vert. Pour le bloc israélien, vous suivez le tuyau de couleur orange. Il ne faut pas oublier aussi que ce village olympique est une véritable ville avec ses restaurants. Ici, la délégation coréenne qui sortait du restaurant. Il y a ses boutiques, des discothèques. On y voit presque autant de civils que de gens en survêtement. Et tout cela, finalement, était assez sympathique. On n'avait vraiment pas l'impression d'être dans un lieu qui était uniquement dédié aux muscles. Ici, la place principale du village. Et vous voyez ici le toit d'araignée qui permet de voir que le village olympique est assez proche des installations sportives.
Cet attentat est donc revendiqué par un petit groupe de terroristes palestiniens qui s'appelle Septembre Noir. Ce que l'on ne comprend pas dans une affaire comme celle-ci, c'est le risque politique pris par les Palestiniens. Un tel attentat ne peut être qu'impopulaire dans la plupart des pays du monde, et même dans les pays arabes, et ne peut donc que nuire, semble-t-il, à la cause des Palestiniens. Alors, Paul-Marie de Lagorce, que recherche-t-il? Eh bien, pour comprendre leur comportement, il faut évidemment tenir compte essentiellement de la mentalité qui règne en ce moment dans les milieux des militants et des combattants palestiniens. À votre question, il faut évidemment répondre, ils recherchent l'éclat. Ils recherchent l'attention polarisée sur eux, l'attention du monde portée sur ce problème palestinien que tout contribue au contraire, dans une très large mesure, à enterrer. Vous avez dit il y a un instant, l'organisation responsable de cet attentat s'appelle Septembre Noir. Pourquoi Septembre Noir? Le nom seul est symbolique de la situation actuelle de ces milieux palestiniens. Septembre Noir, c'est la référence aux événements de septembre 1970. Vous vous en souvenez. Après le détournement de deux avions long courrier avec beaucoup de passagers, obligés d'atterrir l'un à côté du Caire, l'autre en territoire jordanien, et que les Palestiniens ont fait sauter, après en avoir fait débarquer les passagers, bien entendu. À ce moment-là, le roi Hussein, profitant du consensus international en faveur d'une action contre ce qu'il y a d'inacceptable, bien entendu, et d'excessif dans l'action palestinienne, le roi Hussein de Jordanie déclenche une vaste opération militaire contre les camps de Palestiniens en Jordanie, population civile aussi bien qu'armée. Il y eut de très nombreuses victimes. L'écrasement de la résistance palestinienne, je crois que l'expression n'est pas trop forte, marque un tournant essentiel dans l'histoire du mouvement palestinien. Depuis cette date, en effet, les Palestiniens ont perdu leur force armée pour l'essentiel. Ils ont perdu beaucoup des possibilités d'action dont ils disposaient auparavant, soit en territoire jordanien, soit même dans d'autres pays. D'une façon générale, la réaction de beaucoup d'entre eux a été de se reporter sur le terrorisme plutôt que sur l'action combattante. L'organisation Septembre Noir est née beaucoup plus tard, indépendante des organisations traditionnelles de Palestiniens, dont vous connaissez la principale, El Fat, et son activité a été essentiellement dirigée vers les coups de main. Vous vous souvenez de l'affaire de l'aérodrome de Lod, à proximité de Tel Aviv, où les hommes des commandos de Septembre Noir n'étaient même pas des Palestiniens, mais des Japonais venus se mettre au service de cette cause en quelque sorte tragique et désespérée qui est maintenant celle des Palestiniens. D'ailleurs, cela leur a valu beaucoup de critiques. Et il y a une huitaine de jours, le principal journal de la presse soviétique, la Pravda, qui soutient en principe les revendications du mouvement palestinien à l'égard d'Israël, a mis en garde les Palestiniens contre le recours au terrorisme, disant que la voie politique pour eux, c'était de se rattacher au gouvernement progressiste du Proche-Orient. Mais justement, en ce moment, dans le Proche-Orient, la plupart des gouvernements arabes ne sont pas très favorables au mouvement palestinien, et il n'y a pas de doute qu'en ce moment, dans le climat surchauffé des camps palestiniens, où l'existence est infiniment pire que celle que nous pouvons connaître dans les quelques bidonvilles qu'il y a en France, dans ce climat surchauffé, le temps est moins aux politiques et aux organisateurs qu'aux desperados. Oui, donc ils commettent des actes comme celui-ci plus par désespoir, parce qu'ils pensent qu'il n'y a plus rien d'autre à faire. C'est plutôt un signe de faiblesse que de force. C'est le signe de la conscience qu'ils ont, qu'ils n'ont plus de possibilité d'action militaire, qu'ils n'ont que de faibles possibilités d'action politique, et qu'il s'agit au fond davantage d'agiter l'opinion internationale autour de problèmes palestiniens. Comme vous le disiez à juste titre, ce n'est pas un signe de force, c'est un signe de faiblesse. Nous avons maintenant, je pense, la liaison avec Tel Aviv. Nous allons donc voir comment réagissent les milieux parlementaires et gouvernementaux de Tel Aviv. André Semama. Eh bien, le siège de la Knesset, le Parlement d'où je vous parle en ce moment, est depuis ce matin le centre nerveux d'Israël. Réunis en session exceptionnelle pour l'adjonction d'un ministre au gouvernement, les parlementaires et les membres du gouvernement ont été frappés de stupéfaction à l'arrivée des nouvelles de Munich. Madame Golda Meir s'est enfermée dans son bureau de la Knesset où les ministres se succèdent auprès d'elle pour consultation. En liaison téléphonique directe avec l'ambassade d'Israël à Bonn, Madame Meir s'est tenue minute par minute au courant de l'évolution du drame de Munich. L'ambassadeur d'Allemagne en Israël vient d'arriver au Parlement et a été immédiatement reçu par le Premier ministre. On attend d'un moment à l'autre la déclaration que doit faire Madame Meir qui, selon ses proches collaborateurs, aura un caractère essentiellement informatif. De nombreux ministres qui déjeunaient il y a quelques instants au restaurant du Parlement affichaient un calme extrême. La tendance générale paraît favorable à un rejet de l'ultimatum des Palestiniens. Un député de la majorité nous a déclaré qu'il ne fallait pas reculer même devant la menace que
que les terroristes faisaient peser sur leurs otages. Demain, nous dit-il, ils enlèveraient des dizaines et des centaines d'Israéliens sans défense pour exiger de nous n'importe quoi. Passons maintenant au reste de l'actualité. Tout d'abord, la bourse. Les financiers s'intéressent ce matin à la prochaine déposition que va faire l'expert français Jacques Rueff devant le Sénat américain. Gérard Vidalange. Oui, c'est la première fois qu'un expert étranger est convié à déposer devant une commission spécialisée du Congrès américain. C'est vrai que le Congrès réunit la Chambre des représentants et le Sénat. Eh bien, M. Jacques Rueff est invité à faire un exposé sur le rôle de l'or dans l'organisation du système monétaire international. Vous savez que M. Jacques Rueff a des positions très fermes sur ce rôle indispensable dans la régulation des mécanismes monétaires, alors que les Américains, au contraire, ont toujours penché pour une renonciation de ce rôle. Et il semble donc que ce soit un lever de rideau avant les grandes réunions internationales, celle du Fonds monétaire international fin septembre. Enfin, quoi qu'il en soit, je ne pense pas que cette déposition puisse, comment dirais-je, faire évoluer la position américaine. Et en ce qui concerne les réunions elles-mêmes du FMI, on attend beaucoup de monde à Washington, mais très peu de décisions. La Bourse de Paris aujourd'hui est beaucoup mieux. Elle avait baissé hier, il y avait eu un petit accès de faiblesse. Eh bien, les grandes valeurs françaises sont plutôt mieux, notamment les valeurs de téléphone qui avaient baissé et les valeurs bancaires qui avaient également fléchi. Vous savez que le crédit, le contrôle du crédit évidemment est un handicap pour ces établissements qui avaient connu une très forte expansion et d'un autre côté il faut bien quand même freiner l'inflation qui existe en France. Et à ce sujet il y a tout de même une précision à donner, c'est que l'inflation en Europe est tout de même élevée, en moyenne de 6%, alors qu'aux États-Unis, elle est moitié moindre, elle est de l'ordre de 3%. C'est ce qui fait dire aux Américains ce matin que le dollar, au fond, est redevenu une monnaie beaucoup plus solide, puisque la dépréciation en termes de pouvoir d'achat du dollar est moitié moindre par rapport aux monnaies européennes. Merci, nous vous retrouvons tout à l'heure, bien entendu, pour les cotations. En France, c'est cet après-midi que le comité central de l'UDR élit son nouveau secrétaire général, en remplacement de M. René Tomasini, qui a démissionné pour raison de santé. Il est probable que M. Alain Peyrefitte, ancien ministre de l'Éducation nationale, sera élu cet après-midi, bien qu'il ait fait savoir à plusieurs reprises qu'il n'était pas particulièrement tenté par cette fonction. Un autre candidat s'est porté ce matin, volontaire pour cette élection, c'est M. Alexandre Sanguinetti. L'élection de M. Peyrefitte semble pourtant assurée, d'autant plus que le président de la République a fait son éloge hier devant nos confrères du nouveau bureau de la presse présidentielle. À cette occasion, d'ailleurs, M. Pompidou a également indiqué qu'il avait été invité officiellement en Chine, mais que la date de son voyage n'était pas encore fixée. En ce qui concerne la lutte contre l'inflation, il a déclaré qu'il n'y aurait pas de blocage des prix ni des salaires. C'est demain, au cours du Conseil des ministres, que sera définitivement arrêté le plan social du gouvernement, qui comportera notamment des mesures en faveur des catégories les plus défavorisées. L'après-midi, le Premier ministre, M. Messmer, et son ministre des Affaires sociales, M. Edgar Faure, donneront une conférence de presse à ce sujet. Ce plan a été mis au point après de longues négociations entre M. Edgar Faure et M. Giscard d'Estaing, ministre des Finances. Dans une interview à Paris Match, M. Giscard d'Estaing annonce par ailleurs que le silence politique qu'il observait depuis octobre 1971 va se terminer, car nous allons entrer, a-t-il dit, dans une période électorale. On ne pourra donc plus dire que M. Poniatowski, leader des Républicains indépendants, est le porte-parole de M. Giscard d'Estaing à chaque fois qu'il fait une déclaration un peu fracassante. M. Poniatowski vient d'ailleurs de s'attaquer à ce qu'il appelle l'Union corse, et qui, selon lui, contrôlerait à travers le monde le trafic des stupéfiants. Il reprenait ainsi les accusations du magazine américain Time. Les Corses ont évidemment immédiatement protesté, notamment M. Alexandre Sanguinetti, président de la Commission de la Défense nationale, qui vient de déclarer, je cite, « M. Poniatowski devrait se souvenir que si son ancêtre est devenu maréchal de France, c'est grâce à un Corse. Tous les descendants ne sont pas à la hauteur de leurs ancêtres. Il y a longtemps que l'on nous calomnie, un jour viendra peut-être où on nous demandera de retirer les cendres de Napoléon des Invalides. » Enfin, nous n'en sommes pas encore là. En ce qui concerne la politique française, toujours, le bureau du Parti socialiste se réunit demain. On saura alors définitivement si M. Mitterrand annule, comme c'est prévu d'ailleurs, son voyage en URSS
à la suite de sa polémique avec l'ambassadeur soviétique en France, au sujet du sort des Juifs en Union soviétique et de la situation en Tchécoslovaquie. Monsieur Jean-Pierre Chevènement, secrétaire national du Parti socialiste, s'est déclaré plus attristé que surpris de cette polémique. De pareilles méthodes, a-t-il dit, ne servent pas la cause du socialisme. Revenons maintenant à Munich, mais cette fois, pour parler tout de même de sport, la France a en effet obtenu une nouvelle médaille en judo. La dernière compétition olympique des catégories de poids, celle des légers, 63 kg, a été favorable aux Français qui décrochent leur 7e médaille. Jean-Jacques Mounier, 23 ans, triple champion d'Europe, après avoir remporté ses 4 combats, se retrouvait ici en demi-finale, vous le voyez de face sur votre écran, contre l'inattendu mongol Buida d'Ossar 95. Le Français semblait assuré de la médaille d'argent lorsqu'il commit une faute à 24 secondes de la fin du combat. Il envoyait Buida au tapis sans préparation et recevait un Nico Michoui qui lui coûtait la 2e place. Jean-Jacques Mounier devait se contenter de la médaille de bronze. Belle récompense tout de même pour le judo français. Jean-Jacques Mounier, Frankreich. Même si les Jeux ne sont pas annulés, ce que nous ne savons pas encore, de toute manière, l'attentat des Palestiniens va certainement bouleverser le programme olympique. Georges Dominique. Oui, en ce qui concerne Mark Spitz, notamment, les informations étaient assez contradictoires aujourd'hui. On ne savait pas s'il avait regagné les États-Unis, s'il était toujours à Munich. Aux dernières nouvelles, Mark Spitz, qui a toujours dans sa valise cette médaille, il a gagné son pari. Mark Spitz, donc, disputerait une réunion à Ratisbonne, en Bavière, cet après-midi. Par conséquent, oui. Spitz serait toujours dans la région de Munich. De toute manière, pour les Jeux, Spitz a fini, donc il n'y a pas de problème pour lui. Et s'il s'en va, s'il quitte Munich précipitamment, d'ailleurs fort protégé par les services de sécurité, c'est qu'il est d'origine juive. Oui, effectivement. En ce qui concerne maintenant le reste du programme, donc, si ces Jeux se poursuivent en dépit du drame qui s'est déroulé ce matin, en ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, on attend la finale très attendue dans la catégorie des poids et haltères. En effet, les super lourds, les hommes qui pèsent plus de 110 kg vont s'affronter. Il y aura une bataille absolument colossale. Les principaux protagonistes sont le russe Alexeyev, un garçon qui a réussi aux 3 mouvements 645 kg. Ses principaux adversaires, l'Allemand de l'Ouest, Rudolf Mang, il y a également le Belge Reding et un Américain qui s'appelle Patera. Côté français, Nicole Duclos, on le sait, a été éliminé hier en demi-finale du 400 mètres. Et on attend Guy Dru, bien sûr, Guy Dru qui s'est qualifié avec le 3e meilleur temps dans la finale du 110 mètres haies. Et si les Jeux se poursuivent, on le saura, je pense, cet après-midi, eh bien la finale du 110 haies aura lieu demain après-midi à 15h. Et maintenant, voici notre magazine, Télévillage, avec aujourd'hui le portrait d'un conseiller agricole. Ce clocher penché domine la vieille Baugé, une commune de 300 habitants située au milieu d'une région de polyculture du Maine-et-Loire, où Jean-Guy Delamède exerce sa profession de conseiller agricole depuis 13 ans. Je me demande si c'est pas un peu tard pour traiter ça. Jean-Guy Delamède est l'un des 3600 techniciens dont dispose l'agriculture actuellement. Mais avant d'aller dispenser ses conseils aux paysans, il a acquis une solide formation, autant pratique que technique, et aujourd'hui son expérience sur le terrain aidant, il est sollicité chaque jour sans qu'aucun agriculteur n'éprouve la moindre méfiance. C'est pourquoi avec lui, tout au long d'une journée de travail, nous n'avons eu aucun scrupule à lui demander de nous donner une fidèle image de son action professionnelle. Quelle est la journée type d'un conseiller agricole polyvalent comme vous? Je pense qu'il ne faut pas voir ça à la journée, parce que les journées sont quand même différentes. On verrait mieux à la semaine. J'ai 2 permanences par semaine, une ici à Baugé et une à Noyant le vendredi. Et alors, autrement, il y a la partie visite individuelle et la partie travaux collectifs, c'est-à-dire réunions, ou bien relations avec l'extérieur aussi. Par exemple, une réunion avec la coopérative ou des trucs comme ça. Et puis le reste en individuel. Allô? Allô, le 349? Oui, Jean-Guy, oui. Ah bon, ça va? Bonjour. Ça va et toi? Ça va. Oui, dites-donc, j'avais un petit renseignement à vous demander, si vous pourriez me rendre un petit service. Oui. Oui, il faudra venir, c'est bon. Écoute, à ce moment-là, je pourrais y aller, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, ça serait vers le 17 mai, hein. Il n'y a pas moyen avant.
Bon, allez, au revoir. Au revoir, Gaston. Et vous avez une permanence le matin au téléphone? Oui, j'ai une permanence téléphonique de 8 à 9 tous les matins. Je pense que, étant donné que le soir, on a du mal de me toucher parce que je suis souvent en réunion, la journée, je suis parti dans les champs ou bien à des réunions ailleurs, donc je me suis astreint, parce que c'est assez difficile, de rester de 8 à 9 à la maison pour que les gens puissent me toucher. C'est là que j'ai le plus d'appels. Les conseillers agricoles sont soit spécialisés dans les domaines bien délimités, soit polyvalents, comme c'est le cas de Jean-Guy de Lamède, à qui les cultivateurs font appel pour les problèmes les plus variés. J'ai une visite à faire là, il y a un peu de tout à voir. Bâtiment, organisation de l'élevage laitier, il y a pas mal de questions, c'est très varié là où je vais. Les conseillers techniques dépendent pratiquement de 3 secteurs. D'abord, de petits groupements d'agriculteurs, plus ou moins spécialisés. Ensuite, de firmes privées qui travaillent directement avec l'agriculture. Enfin, et ce sont les plus nombreux, des organisations professionnelles et plus particulièrement des chambres d'agriculture, dont ils sont les salariés. Oui. Salut. Ça va bien? C'est prêt? Les matins, oui. Oui, enfin, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça va être prêt? C'est du 258? Oui. La petite semence. C'est bien régulier, moi. Ça va, il faut pas... On peut pas demander trop. T'en as déjà pas mal de semaines? Oh oui. Oui, ça se termine? Dizaine d'hectares? Ouais. Bien encore. Bon, on va voir nos problèmes, là. Est-ce qu'il y a des agriculteurs que vous aimez mieux conseiller que d'autres? Bah, il faudrait pas. Il faudrait pas en avoir. Mais malgré tout, on a des relations, on est humaine aussi, quoi. Il n'y a pas d'histoire. Mais enfin, on se force, on se viole un petit peu pour y aller, quoi. Oui. Quels sont ceux qui vous font appel le plus? Les jeunes, les moins jeunes? Je pense qu'il n'y a pas tellement d'âge. Beaucoup plus, c'est une question de vouloir s'en sortir de la part des agriculteurs. Non, il n'y a pas d'âge, précisément. Et même quelquefois, les jeunes, les tout jeunes, dans les premières années, ils disent « Oh, mais moi, je connais tout ça, les techniciens, etc. » Et on les voit que 3-4 ans après, quand ils ont eu un pépin, ou bien quand ça va pas tout seul, quoi. Pourquoi faites-vous appel à un conseiller agricole? Parce qu'il a davantage de connaissances que nous, hein. Des connaissances, il nous en manque, hein. Vous avez besoin de vous informer? Sûr. Même qu'on soit informé à notre point de vue pas trop mal, lui nous en apporte encore davantage. Il y a l'hiver, il y a des informations, des réunions dans les communes. Et puis vient, il va s'y naturellement. Et là, on aborde des problèmes de culture d'herbes, même d'ensemencement de maïs, même on aborde des questions d'ensilage. On résume pas mal de choses l'hiver. Est-ce que vous pensez que l'agriculture pourrait se passer de technicien agricole? Non. Plus maintenant. Non, sûrement pas. Parce que de toute façon, celui qui suit un conseiller agricole, hein, et son collègue qui ne le voit jamais, eh ben, il copiera sur le copain oui, tout le monde en qui va avoir des conseillers. Hein. Tout le monde en profite. Hein. Ça c'est connu, ça. Qu'est-ce que c'est pour vous, un conseiller agricole? Bon, en principe, c'est un ami d'abord, et puis ensuite, c'est un type quand même qui est compétent, c'est-à-dire qu'il peut répondre aux questions que vous posez. Il apporte, si vous voulez, des idées, et on discute ensemble, et c'est comme l'agriculteur en dernier ressort qui prend la décision finale. Nous sommes là pour conseiller. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Alors, il faut savoir qu'ils ne sont pas obligés de nous écouter. Moi, je pense qu'il faut laisser un choix. Donc, après, ils choisissent. Et maintenant, on a été appelé à dire au crédit, par exemple, dans l'équipe, moi j'ai vu le coup d'un gars qu'on disait, bon ben, celui-là, que voulez-vous, on s'en occupe plus, il suit pas ce qu'on dit. Mais ce sont dans des cas très difficiles. Mais dans la majorité des cas où ce sont des agriculteurs qui marchent, quoi, ben s'il n'écoute pas, que voulez-vous, il n'écoute pas. Le coup d'après, on se revoit, quelquefois. Là, l'exploitation où l'on va, là, ah, si j'avais écouté. Ah, si je vous avais écouté, ben voyez. Hein. À l'image de l'indispensable téléphone pour toucher ses adhérents, la voiture est un outil de travail précieux pour Jean-Guy de Lamède. Est-ce que vous arrive de vous poser la question, quelquefois, de savoir comment vous réagiriez si vous étiez à la place de l'agriculteur que vous conseillez?
Oui, bien sûr, parce que j'ai été moi-même, non pas agriculteur, mais stagiaire dans différentes exploitations avant d'embrasser la carrière. Et là, c'était le tout début de la vulgarisation, et quand on voyait les conseillers arriver, on disait « Oh, ces gars-là, qu'est-ce que ça va donner? C'est des gens de bureau. » Oh là là, on se moquait peut-être un peu d'eux, quoi. Alors maintenant, on s'en souvient quand même de cette période-là, quoi. Je crois qu'on peut pallier à ça par une bonne habitude de la pratique, de la pratique sur le terrain, quoi. Est-ce que cela veut dire que vous vous sentez responsable avec l'agriculteur? On est obligé de prendre une part de responsabilité de sa profession. C'est quand même une profession, quoi. On a quand même quelque chose sur les bras, quoi. Il n'y a pas de doute, hein. Il faut essayer de faire quelque chose, quoi. Alors, il y a quand même une part de responsabilité. L'agriculture étant en perpétuelle évolution, est-ce que vous arrivez à vous adapter? Est-ce que vous arrivez à suivre, c'est-à-dire même précéder le progrès? Ben voilà, c'est ce qu'il faudrait, qu'on arrive à être continuellement à l'avant, et nous sommes là un peu pour faire la relation entre la recherche, entre l'INRA et entre la base. Et alors, c'est là où c'est très difficile, c'est de pouvoir se documenter, d'arriver à prendre le temps de lire. Enfin, la Chambre d'agriculture nous oblige tout de même par contrat, par le contrat qui nous lie à elle, à prendre 15 jours de stage par an. Alors, ce sont des stages de ressourcement. Moi, j'ai fait un stage d'agronomie l'an dernier. Cette année-ci, je fais un stage de comptabilité à partie double, etc., quoi. Vous faites des réunions aussi entre vous? Alors, oui, tous les mois, on a une réunion à Angers avec les collègues. Et puis alors, toutes les semaines, toutes les semaines, avec les autres conseillers de la région. Parce que là, conseillers et conseillères de la région. Permanence téléphonique ou de secteur, visite aux exploitants, réunions d'information constituent les grands moments de la vie de Jean-Guy de Lamède. Mais si le calendrier de son activité est établi des semaines, voire des mois à l'avance, il n'en demeure pas moins que ces journées se terminent parfois après le dîner familial, soit pour le compte de sa profession, ou tout simplement au profit d'engagements socioculturels, par exemple, que son métier ne lui permet pas d'assumer à d'autres moments. Pourquoi avez-vous choisi cette profession? J'ai toujours aimé la nature, j'ai toujours aimé l'agriculture aussi. Et du fait que je n'étais pas fils d'agriculteur, reprendre une exploitation pouvait poser des problèmes, alors j'ai préféré le conseil agricole. Compte tenu de l'expérience que vous avez maintenant, est-ce que vous pensez que cette profession peut occuper toute une vie active? Oui, très certainement. Oui, t'as vu le chien? T'as vu le chien? Oui. T'as vu le chien? Oui, sûrement, c'est possible, mais il y a quand même un petit inconvénient sur place, c'est que si on fait devenir les adhérents des amis, on a beaucoup plus de mal à les conseiller. Alors, c'est pour ça que je crois que une vie complète de conseiller sur un secteur déterminé, ça posera peut-être des problèmes. Pour l'instant, j'en ai pas, mais enfin, ça en posera peut-être. Et compte tenu de cela, est-ce que vous aimeriez exercer d'autres professions? Peut-être, oui, il faut toujours se remettre en cause. Hein. On ne peut pas passer une existence en disant, bon, ben ça y est, me voilà un des intellectuels de l'agriculture, je suis garé, bon, je reste jusqu'à 60 ans là-dedans, terminé. Moi, je crois qu'il faut toujours se reposer des questions. Bien sûr, je me pose la question si ma place serait pas mieux ailleurs, ou si je donne entièrement satisfaction là où je suis. Ça ne veut pas dire que vous pensez avoir fait fausse route? Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. Il y a... C'est pas à moi qu'il faudrait poser cette question-là, c'est aux agriculteurs finalement. Revenons maintenant à la bourse pour les cotations. Gérard Vidalanche. Oui, alors donc une meilleure séance aujourd'hui à la Bourse de Paris. Nous allons voir tout de suite les tableaux de cotation avec Pricel, avec les pétroles d'Aquitaine en vedette ce matin. Vous voyez que Pricel est à 541 et même 544 contre 535. Et l'Aquitaine, 620, 623. 3 cours du reste dans une séance montrent que le marché est très animé, que les échanges ont été assez nourris.
C'est du reste dans quelques jours que les pétroles d'Aquitaine vont distribuer des actions gratuites, 1 pour 5, et généralement à l'occasion d'une augmentation de capital, eh bien, la société maintient son dividende sur le capital augmenté. C'est ce que probablement les pétroles d'Aquitaine feront pour l'année 72. Moulinex, également, excellent cours, 2870, 2900. Moulinex réalise actuellement des performances commerciales à l'étranger tout à fait remarquables. À mettre au tableau d'honneur, en quelque sorte, de l'activité des entreprises françaises, eh bien, le secteur du textile. En effet, ce secteur qui a souvent été maudit, décrié, qui a connu des difficultés, eh bien, il y a des entreprises, tout de même petites, moyennes et les plus importantes, qui réalisent des progressions de chiffre d'affaires tout à fait étonnantes. Par exemple, Roudière, pour son premier semestre 72, annonce une augmentation de 25% des ventes, Dolphus Mig 16% et la linière de Roubaix 11%. La linière de Roubaix met en exploitation un procédé qui s'appelle le procédé sublistatique. C'est un procédé d'impression sur tissu qui est assez remarquable puisqu'il est maintenant mis en exploitation à l'étranger et c'est une activité nouvelle, absolument nouvelle de ces dernières années qui montre que dans ce secteur, donc, il y a tout de même un très grand dynamisme. Bâtiments, travaux publics, 6 francs 70 de mieux sur la chimique routière. Tout le secteur de la construction de routes connaît du reste un très grand élan actuellement et certaines sociétés doivent recruter, doivent demander également des capitaux. C'est le cas de la routière Colas qui augmente son capital et met des actions nouvelles. Bouygues, 2 francs de mieux. La société avait connu une petite baisse ces derniers temps, donc il y a également un redressement sur cette valeur. Revenons en bourse pour voir les grands cours de la Corbeille. Le printemps 185-80 donc se redresse en séance. Bull est pratiquement inchangé, mais la Thomson dans le secteur de la construction électrique est en léger progrès aujourd'hui. Française et pétrole, 225 contre 222. Michelin, vous voyez donc toutes les grandes valeurs directrices de la bourse sont aujourd'hui en hausse. C'est un net redressement par rapport à hier. Il y a tout de même des problèmes dans l'industrie, car s'il y a des progressions de chiffre d'affaires, il y a tout de même un alourdissement des charges financières, et c'est le cas par exemple du Casino, qui annonce une augmentation de 16% de ses ventes pour le premier semestre. Eh bien, le bénéfice net pour la même période est en baisse de 40%, comme quoi même dans les grandes surfaces, certaines sociétés ne rencontrent pas des difficultés, mais doivent faire face à des charges financières accrues. Hachette, 416,20 contre 420, tandis que Nestlé inscrit un cours rond de 5 000. Et on constate une hausse de certains prix de métaux non ferreux, c'est le cas du nickel, c'est le cas du cuivre, et pour Péchinet ou Gene Kuhlmann, ce sont évidemment des nouvelles tout à fait intéressantes. Marché de l'or, c'est la stabilité, 10 585 et 74,80, ce sont les cours d'hier, ce qui est tout de même assez rare pour ce marché qui est tout de même assez volatile. Quant à la rente Pinet, le 3,5, 52,58, eh bien, les titres ne s'écartent guère des cours de lundi. Voici le cours, 189,80. Voilà, c'était la bourse de Paris. À vous, Cognac-Ger. Enfin, c'est aujourd'hui la Sainte Raïssa. La patronne des Raïssa est Sainte Iraïs d'Alexandrie, décapitée vers l'an 300. Nous n'avons pas de dernières dépêches venant de Munich, de dernières informations. Je vous rappelle que des terroristes palestiniens détiennent actuellement pour otages des membres de la délégation israélienne aux Jeux Olympiques. Ils menacent de les exécuter si 200 prisonniers politiques ne sont pas libérés en Télésoir vous sera présenté par Alexandre Balou. Bon après-midi.